Cette conférence intervient en fait dans le cadre d'un cycle. Donc, il y a déjà eu 2 conférences préliminaires. Je ne sais pas si vous avez pu les voir. Si vous ne les avez pas suivies, vous pouvez toujours les regarder a posteriori sur notre chaîne YouTube. Vous trouverez les informations sur notre site internet. La première conférence, c'était un petit peu les grands principes de cette certification. Et deuxième conférence, c'était un témoignage d'un de nos clients, le Conseil départemental du Nord. Et donc là, on est dans la 3e conférence de ce cycle sur l'approfondissement. Donc là, on va aller un petit peu plus loin, notamment par rapport au référentiel technique. Donc moi, je suis Maxime Lepage, je travaille à la direction recherche et développement de Certivea. Donc je m'occupe de l'élaboration et la mise à jour de l'ensemble de nos référentiels sur toute notre partie territoire, toute notre offre territoire durable. Donc autrement dit, principalement 2 certifications, HQE aménagement pour les opérations d'aménagement et HQE infrastructure pour les infrastructures routières dont on va parler aujourd'hui. Alors, il faut savoir qu'HQE infrastructure, c'est une certification très jeune dans l'histoire de Certivea puisqu'elle est sortie en décembre 2014. Donc, vous voyez, alors que Certivea a été créée en 2006, donc certification relativement jeune. Elle est issue de l'ancienne certification route durable qui avait été amorcée par le Conseil départemental du Nord. Ils avaient une propre démarche en interne depuis plusieurs années et nous avons enclenché un partenariat avec eux pour sortir la première certification pour les infrastructures routières en 2010. Donc, route durable est devenue, quelques années plus tard, HQE infrastructure et est rentrée, on va dire, dans la famille des certifications HQE. Alors, ce que je vous propose, c'est là, on dispose d'1 heure. Donc, c'est une présentation que je vais vous faire à peu près 3 quarts d'heure. Et ensuite, on fera un quart d'heure de questions-réponses si jamais vous en avez. Donc, on va d'abord, je vais pas rentrer directement dans le référentiel technique, même si c'est l'approfondissement. On va prendre quand même 5 minutes pour rappeler quelques grands principes de cette certification. Et après, pour le coup, on ira dans le détail du référentiel technique. Donc, la partie système de management d'opération, SMO, et la partie évaluation, qui s'appelle dans notre jargon PDDR, performance de développement durable de la route. Donc, on va voir le principe d'évaluation des objectifs de la PDDR et ensuite, je vous présenterai quelques objectifs détaillés avec des illustrations, pas tous parce qu'il y en a 16, donc on ne va pas avoir le temps, mais je vous en présenterai quelques-uns. Alors, bon, très rapidement, un rappel de Certivea. Nous avons été créés en 2006, nous sommes filiales du Centre scientifique et technique du bâtiment et nous sommes le leader français de la certification des bâtiments non résidentiels et territoires durables. Donc, notre cœur de métier au départ était les bâtiments non résidentiels et puis progressivement, nous avons étendu notre offre à partir de 2011 vers les certifications de territoires durables. Et d'une manière générale, nous sommes mandatés par l'association HQE, qui a défini les grands principes de la démarche HQE, pour attester, on va dire, de manière neutre, les bonnes pratiques de nos clients et prescripteurs. Donc nous avons 3 grands domaines de certification que nous proposons, les certifications de bâtiments non résidentiels, bâtiments tertiaires et équipements sportifs, les certifications de territoires durables, dont HQE infrastructure dont on va parler aujourd'hui, et des certifications d'acteurs et de compétences. Et en parallèle, nous délivrons également des labels, performance énergétique notamment, et on a vocation également à délivrer à l'avenir d'autres types de labels que ceux qui sont centrés strictement sur l'énergie. Par rapport aux certifications de notre offre territoire, là, notre cible et nos clients, on va s'adresser aux aménageurs pour la certification HQE aménagement et aux collectivités pour la certification HQE infrastructure, d'une manière plus générale, les maîtres d'ouvrage de projets routiers, on va voir dans quelques instants, qui sont des collectivités, le plus souvent des départements, conseils départementaux pour les routes départementales, ou sinon des mairies, des villes pour les routes communales. Alors, quelques grands principes vraiment pour rappel de la certification HQE infrastructure. HQE infrastructure concerne tout type de route, d'opération routière en construction ou rénovation. Donc, on ne s'intéresse pas encore à l'exploitation des routes. Ça viendra probablement dans quelques temps, mais pour l'instant, c'est vraiment centré sur la construction et la rénovation. Tout type d'opération routière, à la fois les nouvelles routes, donc qui sont des déviations, ou bien des rénovations de routes, qu'elles soient significatives, ce qu'on appelle transformation significative dans le langage des travaux routiers. Ça peut être par exemple le passage d'une route à une route à 2 fois 2 voies, avec une modification du profil en travers, ou alors des aménagements en place d'une voie routière existante, donc des travaux plus légers,
d'aménagement sur place de routes sans qu'il y ait fondamentalement de grandes transformations significatives. Aujourd'hui, la certification HQE infrastructure, elle n'est adaptée qu'aux projets routiers, qu'aux routes, mais elle est destinée à évoluer vers d'autres types d'infrastructures, transport ferroviaire, transport maritime, transport urbain, tram, bus à haut niveau de service, entre autres. Il faut savoir qu'on mène un projet actuellement au sein de Certivia, justement pour étendre cette certification à d'autres projets d'infrastructure. On est actuellement en phase de recherche d'opérations pilotes. Et cette certification HQE infrastructure, on va dire tout type d'infra, on vise la sortie pour l'automne prochain. Donc voilà, c'est un projet qu'on mène aujourd'hui au sein de Certivia, mais on ne dispose que d'un référentiel de test pilote. On va dire que la certification est réellement opérationnelle aujourd'hui pour les travaux routiers, pour les projets routiers. Donc le demandeur de la certification HQE infrastructure, c'est le maître d'ouvrage du projet routier, autrement dit une collectivité, donc comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, ou le département ou une commune selon le type de voie concernée. Il faut savoir que dans les projets qu'on a certifiés, pour l'instant on n'a que des départements, ce ne sont que des routes départementales pour le moment. Aujourd'hui on a 6 opérations routières qui sont certifiées routes durables, donc sur la base de l'ancien référentiel qui avait été amorcé par le département du Nord. Et ce référentiel route durable, en fait, trouvait quelques limites, un besoin d'évolution se faisait sentir. Il était assez complexe, il y avait beaucoup d'objectifs avec des indicateurs très détaillés et du coup cette certification a eu du mal à s'exporter au-delà du département du Nord. Donc c'est pour ça qu'on a enclenché un projet assez rapidement au sein de Certivia pour rendre la certification plus accessible, pour simplifier le référentiel et les indicateurs et pour faire en sorte que la certification devienne applicable à tout type de projet, notamment les petits projets locaux, et permettre la diffusion de la démarche à d'autres collectivités que le département du Nord. C'est pourquoi Route Durable est devenue HQE Infrastructure, du coup en décembre 2014. Donc vous voyez, certification relativement jeune. Alors pour rappel, HQE Infrastructure est structuré en 2 volets. Vous avez un volet de système de management de l'opération, SMO dans notre jargon. C'est assez classique dans l'ensemble de nos certifications HQE, qu'on soit en HQE construction, HQE exploitation, HQE aménagement ou ici HQE infrastructure. On trouve systématiquement des référentiels de management de projet pour évaluer le management mis en œuvre par le maître d'ouvrage tout au long du projet. Ici, on a également, comme un petit peu sur le même principe que notre offre bâtiment, un volet évaluation avec des objectifs, donc un cadre de référence en 16 objectifs, avec des indicateurs et des exigences techniques à respecter par le maître d'ouvrage. C'est donc ce qu'on appelle ici la performance de développement durable de la route, PDDR en abrégé. Les 16 objectifs, on va les voir dans quelques instants. Ils sont regroupés en 4 thèmes qui forment le nouveau cadre de référence HQE, défini par l'association HQE, à savoir les 3 piliers du développement durable et le thème, l'engagement management responsable. Donc voici pour rappel les 16 objectifs de la performance de développement durable de la route, pour lesquels on va trouver des indicateurs, donc des exigences et des indicateurs. Donc un premier volet sur le management responsable qui vise, on va dire, à optimiser la concertation d'une manière générale entre le maître d'ouvrage et l'ensemble des parties prenantes. Donc on a notamment un objectif qui s'appelle écoute des besoins et attentes pour vérifier l'optimisation du dialogue entre le maître d'ouvrage et l'ensemble des parties prenantes. Un objectif centré sur l'acceptabilité du chantier, donc comment le maître d'ouvrage a déployé des éléments, des objectifs pour que le chantier soit le mieux accepté possible par la population. Donc vraiment tout un premier volet centré sur la concertation avec les parties prenantes. Ensuite, on a un thème environnement, donc là qui regroupe des préoccupations assez classiques par rapport au pilier environnemental. Donc la gestion de l'eau, là on est centré sur la gestion des eaux pluviales. Le milieu naturel et écosystème, donc comment est-ce que la route permet de rétablir des continuités. Un objectif sur les matériaux coproduits et gestion des déchets. Donc, quels sont les matériaux qui sont mis en place pour la construction de la route? Est-ce qu'on favorise au maximum la réutilisation de matériaux sur place, par exemple, pour éviter de générer des déchets et d'exporter des déchets en trop grande quantité? Une thématique sur l'énergie.
que je vais détailler un petit peu plus tard, et une thématique sur le paysage et patrimoine, notamment le plan de gestion paysagère, quels sont les éléments paysagers déployés par le maître d'ouvrage aux abords de l'infrastructure, et puis la mise en valeur du patrimoine, des éléments patrimoniaux éventuels par la route. Ensuite, on trouve une thématique sociale. Alors, on trouve bien sûr, comme en bâtiment, des thèmes centrés sur le confort et la santé des usagers, avec notamment le confort acoustique qui est prépondérant dans le cas d'une route, puisqu'une route va peut-être traverser une zone d'habitation, donc intercepter des bâtiments d'habitation ou des bâtiments, d'autres types de bâtiments, donc le confort acoustique est prioritaire. L'éclairage, si la route est éclairée, sur le choix du matériel d'éclairage mis en œuvre par le maître d'ouvrage, et notamment le choix d'un type d'éclairage qui limite les nuisances et qui limite les consommations énergétiques. La sécurité routière, qui est une thématique qui est traitée également dans le référentiel HPE infrastructure. La cohésion sociale, est-ce que le maître d'ouvrage, par exemple, met en œuvre ajoute des clauses d'insertion sociale dans les marchés. Et la complémentarité des modes de transport, qui est important, puisque la route est un mode de transport, bien sûr, en tant que tel, mais est-ce que la route, au-delà de la voiture, favorise d'autres modes de déplacement sur la route, des déplacements plus locaux, des vélos, des déplacements doux, etc. Voire favorise l'intermodalité, c'est-à-dire le report vers d'autres modes de transport ferré, vers des hubs, des modes de connexion, des pôles d'échange, etc. Et enfin, donc un volet économique, avec un objectif centré sur les coûts à long terme, donc avec valorisation, par exemple, une démarche en coût global, à un niveau très performant, si le maître d'ouvrage rentre dans une logique de coût global, et la maîtrise foncière, qui est également très important dans le cadre du HPE infrastructure, notamment pour éviter les expropriations systématiques des propriétaires fonciers. Est-ce que le maître d'ouvrage entre dans une logique de négociation et de partenariat amiable avec les propriétaires de terrain pour justement éviter les expropriations systématiques. Voilà. Donc vous voyez finalement une démarche et une certification multicritère, hein, c'est de toute façon le but de l'ensemble de nos certifications, c'est d'être dans des certifications multicritères sur l'ensemble des thématiques du développement durable, donc environnement, social, économique, et un volet management responsable également qui est important. Alors pour rappeler également rapidement le process de certification, donc on est en certification tierce partie, hein, comme l'ensemble de nos certifications. Donc un auditeur extérieur, bien sûr extérieur à l'équipe projet et extérieur à Certivea, missionné par Certivea, vient réaliser des audits à intervalles réguliers pendant le projet. Nous avons en HPE infrastructure 4 interventions, donc 4 audits sur site. Un premier audit à la fin de la programmation, un audit en fin de conception du projet, un audit pendant le chantier et un audit après mise en service. Donc on est dans une certification, on n'est pas dans une certification cyclique, on a 4 audits qui s'enclenchent, qui correspondent qui sont phasés sur le timing du projet. Sachant bien sûr que si le maître d'ouvrage souhaite un audit supplémentaire, c'est toujours possible comme dans l'ensemble de nos certifications. Voilà, donc là c'était vraiment quelques grands principes pour qu'on se remette un petit peu dans le contexte avant de passer directement sur la partie technique. On va prendre quelques minutes sur le SMO, donc sur le système de management de l'opération, qui est l'un des volets de cette offre. Et ensuite, on passera au volet évaluation sur la performance de développement durable de la route. Alors le SMO, comme tout référentiel de management, donc c'est un outil de pilotage, hein, qui permet au maître d'ouvrage, de manière générale, de piloter son opération et de vérifier qu'il se fixe des objectifs au départ et qu'il reste bien dans les clous pendant toute la suite du projet. Et qu'il a déployé, on va dire, un certain nombre de dispositifs de gestion de projet en termes de gestion documentaire, en termes de vérification des compétences, de planification, de pilotage de projet. On est sur des éléments assez classiques, hein, de système de management comme des démarches ISO 14001, ISO 9001, on va retrouver un petit peu la même philosophie et le même genre d'exigence. Donc voilà, on va trouver des éléments dans le référentiel SMO qui va permettre au maître d'ouvrage d'organiser l'opération, de définir et de répartir les différentes responsabilités entre les différents acteurs de l'équipe projet, de garantir la compétence de tous les intervenants, de maîtriser sa communication, la traçabilité des différents livrables tout au long de l'opération. Vous voyez des éléments assez classiques.
Un focus quand même que je voulais faire sur la première partie du SMO qui est l'engagement du maître d'ouvrage, en quelque sorte le lancement de la certification, parce que ça c'est un élément qui est propre à cette certification HQE infrastructure, que vous ne trouverez pas dans notre offre bâtiment par exemple, qui est la réalisation préalable d'un diagnostic du territoire. Donc avant de mettre en place le SMO et avant d'enclencher le système de management, on demande au maître d'ouvrage quelque part de repositionner la route dans son territoire en faisant un diagnostic de territoire. Alors, vous allez me dire, il y a déjà des éléments qui sont demandés traditionnellement dans les études d'impact, donc c'est vrai. On va pouvoir reprendre des éléments d'études d'impact pour alimenter ce diagnostic. Mais là, l'idée, c'est vraiment sur l'ensemble des thématiques, de faire un diagnostic de territoire pour permettre d'identifier les grands enjeux qui s'appliquent au projet, les grands enjeux de développement durable, dans le but ensuite de hiérarchiser les niveaux d'importance des 16 objectifs que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc, dans ce diagnostic du territoire, on demande au maître d'ouvrage d'identifier des éléments physiques environnementaux, donc une batterie on va dire de diagnostic environnemental, études de pollution par exemple, études faune-flore, des éléments de ce style-là, un diagnostic sur l'économie locale, un diagnostic sur la mobilité, donc là extrêmement important puisque forcément une route, on est sur des enjeux de mobilité très forts, donc notamment sur la mobilité avant que le projet soit lancé, donc la mobilité on va dire à l'état existant. Est-ce qu'il y a des dysfonctionnements? Quelle est la demande des usagers? Est-ce qu'il y a des dysfonctionnements? Est-ce qu'il y a des problèmes de fluidité, des problèmes de sécurité? Je pense par exemple notamment typiquement sur une déviation en contournement de bourg. Des exemples qu'on va trouver dans le diagnostic du territoire qu'on demande initialement, c'est par exemple, on s'aperçoit que les traversées de bourg sont difficiles parce qu'il va y avoir des problèmes de congestion, il va y avoir des problèmes de sécurité identifiés, il va y avoir peut-être partage de la voie par différentes catégories de véhicules induisant des problèmes de sécurité. Donc voilà, des éléments qu'on repère en fait dès le départ et quelque part qui sont la raison même de la déviation, la raison même du projet. Donc c'est de toute façon des éléments, j'allais dire même s'il n'y a pas de certification, qui sont déjà identifiés par les maîtres d'ouvrage. Là en tout cas, dans ce diagnostic de territoire, on demande au maître d'ouvrage de récapituler l'ensemble de ces éléments. Et donc, suite à ce diagnostic, là c'est propre à la certification HQE infrastructure, on demande au maître d'ouvrage de hiérarchiser du coup les grands enjeux de développement durable qui s'appliquent à son opération, puis d'en déduire parmi les 16 objectifs qu'on a vus tout à l'heure, les objectifs qui sont prioritaires pour lui en rapport avec les enjeux. Et cette étape de hiérarchisation des priorités va aboutir à la détermination par le maître d'ouvrage du niveau de performance qu'il souhaite atteindre sur chacun des 16 objectifs de la PDDR. C'est ce qu'on appelle le profil environnemental. Alors on le verra tout à l'heure, chaque objectif parmi les 16 on leur attribue un niveau de performance, 3 niveaux de performance, un niveau base, un niveau performant, un niveau très performant, comme sur notre offre HQE bâtiment. Et on va demander au maître d'ouvrage de se définir un profil de développement durable sur la base de cette hiérarchisation des enjeux et des priorités qu'il vient de définir. Voilà, donc là on est vraiment sur une approche qui est très très proche de celle qu'on a en HQE bâtiment, alors sauf qu'on n'a pas, c'est pas 16 objectifs, ce sont les 14 cibles, mais on est vraiment sur la même approche, à savoir définition du profil environnemental dès le départ par le maître d'ouvrage. Bon, ensuite, sur la suite du SMO, je vais un petit peu moins m'étendre parce qu'on trouve vraiment des éléments, j'allais dire classiques dans des démarches de management. Le maître d'ouvrage doit déterminer des éléments de pilotage, il doit déterminer les modalités d'évaluation de son opération, les procédures d'action corrective, si jamais il identifie des écarts par rapport à ce qui s'est fixé. Il doit définir les rôles, les responsabilités de chacun, s'assurer des compétences, mettre en œuvre un système de maîtrise documentaire. Vous voyez des éléments assez classiques. Et enfin, on trouve également dans le SMO un dernier volet qui est la capitalisation. Donc, on demande au maître d'ouvrage, à la fin de l'opération de l'infrastructure, de faire un bilan pour capitaliser les points forts et également capitaliser sur les dysfonctionnements qui ont pu avoir, les écarts pour éviter qu'ils se reproduisent sur d'autres opérations. Et les retours également des parties intéressées et un bilan de la concertation qui a été mis en place tout au long du projet. Voilà pour la partie SMO, sauf si vous avez des questions en fin de présentation. Je ne vais pas forcément y revenir là dans la suite de la présentation.
On va maintenant passer au deuxième volet de cette certification, qui est donc le volet évaluation, avec les 16 objectifs et le contenu des 16 objectifs. Donc, la performance de développement durable de la route. Avant de faire un focus sur le contenu et sur quelques objectifs, on va d'abord voir le principe général des évaluations. Comment le maître d'ouvrage peut-il atteindre les niveaux qui s'est fixés, base, performant, très performant. Alors voilà, donc comme on l'a vu, hein, donc 3 niveaux de performance par objectif. Comme notre offre HQE bâtiment, on est sur le même principe. Hein. Le niveau base correspond à la réglementation ou à la pratique courante, donc l'état de l'art. Alors souvent, dans une infrastructure routière, on a une étude d'impact. Donc souvent, le niveau base va être l'étude d'impact ou d'autres réglementations qui peuvent s'appliquer. Je pense par exemple à l'acoustique, il y a une réglementation acoustique, donc forcément, elle arrive au niveau base. Le niveau performant correspond à des bonnes pratiques, donc des pratiques supérieures à la réglementation. Et un niveau très performant qui correspond à des pratiques encore meilleures, voire pour certaines exigences, des pratiques réellement innovantes. Et donc, pour la performance de développement durable de la route, le maître d'ouvrage doit déterminer son profil, c'est-à-dire quel objectif parmi les 16 il pousse à un niveau performant ou à un niveau très performant. Et là, vous avez un exemple de profil qui s'affiche à l'écran. Donc, vous voyez par exemple là, hein, sur le thème environnement, vous en avez 3 qui sont à un niveau très performant. Le management responsable, vous en avez 1. Et le social, vous en avez 3. Après, vous en avez qui sont en performant et d'autres qui restent en bas. Sachant que pour être certifié, on a une condition minimum de certification, qui est qu'il faut atteindre 8 points selon une méthode très simple, qui est que vous comptez 1 point par objectif performant et 2 points par objectif très performant, et il faut atteindre 8 points. Donc autrement dit, si vous avez 4 objectifs, le maître d'ouvrage à 4 objectifs en très performant, il est certifiable. S'il en a 8 en performant, il est également certifiable. Et ensuite, il y a des combinaisons, bien sûr, de performant et très performant. Donc c'est une démarche qui est souple, puisque le maître d'ouvrage, quelque part, a une grande souplesse dans le choix du profil. Et vous voyez, l'approche est très contextuelle, puisque j'allais dire que la détermination du profil de développement durable se fait à la suite du diagnostic du territoire, à la suite de la concertation avec les parties prenantes, et puis bien sûr en lien avec le projet et avec les enjeux mêmes du projet. Donc on est vraiment sur une certification extrêmement contextuelle. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le détail des objectifs, le référentiel technique, vous pouvez le télécharger hein, sur le site de Certivea, il est en libre téléchargement. Il est construit en fait sous forme de fiches pratiques sur la partie PDDR, où vous avez objectif par objectif en fait le tableau d'évaluation et à la suite directement des éléments de guide pratique qui vont vous expliquer ce qui est attendu dans chaque exigence, dans chaque indicateur, avec parfois des exemples de dispositions techniques ou de dispositions de concertation qui peuvent permettre de répondre à l'exigence. Donc vous avez un seul document, hein, c'est pas comme notre offre bâtiment où vous avez des guides pratiques qui sont des documents séparés. Là, vous avez vraiment dans un seul document, vous avez le référentiel, donc volet SMO et volet PDDR, ainsi que la partie guide pratique. Vous n'avez qu'un seul document qui est téléchargeable sur notre site. Donc là, si on prend un objectif juste pour voir la structure, on verra le fond après. Pour voir la structure, là, j'ai pris l'exemple de l'objectif gestion de l'eau. Donc vous avez les tableaux d'évaluation avec les indicateurs. Donc là, par exemple, vous avez le premier indicateur, conception des ouvrages d'assainissement des eaux pluviales. Vous avez ensuite les différentes exigences qui vont composer l'indicateur. Donc là, vous avez par exemple la première que j'ai surlignée qui est l'exigence de niveau base. Donc là, pour le coup, sur ce premier indicateur I1, 6.I1, vous avez 3 exigences. La première qui est en base, la deuxième qui est en performant, et la troisième qui est en très performant. Vous avez ensuite, du coup, les niveaux de l'exigence qui s'affichent à droite, hein, donc niveau base, niveau performant, niveau très performant, sachant que les niveaux, vous allez trouver des points en face des niveaux performants et très performants. Dans les niveaux base, vous n'avez pas de points, puisque les niveaux base, c'est le niveau minimum pour être certifié, hein, c'est une sorte de prérequis. Le maître d'ouvrage, pour être certifié, doit respecter la totalité des exigences de niveau base, ce qui est logique, puisque le niveau base correspond à la réglementation ou à l'état de l'art. Ensuite, comment le maître d'ouvrage va pouvoir évaluer un objectif et bien vérifier qu'il est à un niveau performant ou très performant, selon ce qui s'est atteint. Déjà, la première chose, c'est que l'évaluation est contextuelle, c'est-à-dire que les exigences, ça peut arriver, les exigences qui ne peuvent pas s'appliquer à son opération sont déclarées sans objet. Bien sûr, le maître d'ouvrage doit le justifier, l'auditeur lui demandera la justification.
Mais il y a une souplesse puisque bien sûr, l'idée c'est que le référentiel s'adapte au projet, dans le sens où si une exigence n'est pas applicable pour un projet donné, bien sûr, elle ne s'applique pas. Le maître d'ouvrage la déclare sans objet. Un exemple très simple qui est que vous allez trouver différentes exigences qui sont réservées aux projets soumis à étude d'impact. Bon, si on a affaire à un projet routier qui n'est pas soumis à étude d'impact, bon, ce qui est rare, hein, qui sont des petites routes ou des petits aménagements en place, par exemple réfection de rond-point, dans ces cas-là, on est sans objet, le maître d'ouvrage déclare l'exigence sans objet. Et ensuite, pour valider les niveaux performants, très performants, l'idée c'est que le maître d'ouvrage doit obtenir un certain pourcentage de points applicables, donc des points qui restent, des exigences qui restent applicables à l'opération. Donc là encore, ça permet une meilleure adaptation du référentiel par rapport au contexte. Et l'idée, c'était d'ailleurs un des enjeux de cette certification HPE infrastructure, c'est que ça ne pénalise pas les projets locaux, hein, les petits projets, on va dire, par rapport aux grands projets structurants de territoire. Donc là, vous voyez l'évaluation d'un objectif. L'évaluation, elle est identique pour les 16 objectifs. Donc c'est toujours la même principe. Donc pour être performant, bon déjà, il faut respecter évidemment l'ensemble des exigences de niveau base. Et ensuite, il faut obtenir 50% des points applicables au niveau performant. Donc si je reprends la slide ici où vous avez un exemple, là vous voyez que l'exigence ici de niveau performant contient 5 points. Donc si vous souhaitez être performant sur la totalité, sur l'ensemble de l'objectif, il vous faut atteindre 50% des points en face des exigences de niveau performant. Et ça c'est systématiquement 50% pour l'ensemble des 16 objectifs. Et pour être très performant, c'est le même principe, sauf qu'il vous faut déjà être performant sur l'indicateur, et en plus, il vous faut un tiers des points applicables en très performant. Donc vous voyez, c'est un petit peu moins exigeant, il vous faut un tiers des points. Donc là, dans l'exemple que j'ai pris, c'est-à-dire la gestion de l'eau, au niveau performant, vous aviez 10 points applicables. Donc autrement dit, pour être performant, il vous faut 5 points, 50%, ça fait 5 points. Et pour être très performant, vous aviez 25 points disponibles en très performant, donc il vous en faut 10, sachant que l'arrondi des pourcentages se fait à l'entier supérieur. Et une des règles également qui existe, c'est que sur un indicateur, on ne peut être très performant que si on respecte déjà le niveau performant. Ça, c'est une logique qui avait été construite avec le groupe de travail. L'idée, c'est une démarche, une évaluation un petit peu en escalier. C'est-à-dire que pour être très performant sur un indicateur, voilà, il faut déjà être performant. Et de sorte, on peut voir le référentiel comme un objectif, comme une sorte d'escalier, le niveau base étant la première marche, forcément à atteindre, et ensuite une deuxième marche pour être performant sur un indicateur, et une troisième marche, si vous voulez, sur un niveau très performant. Donc voilà, d'une manière générale, l'évaluation technique des 16 objectifs. Vous voyez que je ne sais pas si vous êtes familier avec notre offre HPE bâtiment, c'est un petit peu le même principe, sauf que là, vous avez une seule méthode d'évaluation qui est identique pour les 16 objectifs, alors qu'en notre offre bâtiment, ça peut changer selon les cibles. Alors, quelques principes généraux sur les niveaux de performance avec quelques exemples concrets. Donc, le niveau base, on a vu que c'était le respect de la réglementation. Le niveau base, c'est aussi la mise en œuvre de dispositions techniques qui correspondent à l'état de l'art. Donc, par exemple, si je prends quelques exemples, le respect des seuils réglementaires pour la protection acoustique des bâtiments, le respect de la transparence hydraulique pour les eaux de surface sur la thématique gestion de l'eau, le respect de l'état de l'art des normes classiques de sécurité, visibilité pour l'objectif sécurité, donc vraiment des éléments de l'état de l'art. Et ensuite, au niveau performant, très performant, comme on a vu, on est sur des dispositions, alors ou des dispositions techniques allant au-delà de la réglementation, ou bien sur des pratiques de gestion de projet qui sont supérieures à des pratiques dites courantes. Donc ça a été établi avec un groupe de travail, avec des maîtres d'ouvrage de projets routiers, ou bien également sur des éléments de concertation qui vont au-delà des pratiques réglementaires. Ce qui est important de voir, c'est que dans ce référentiel HPE infrastructure, les niveaux performants et très performants ne correspondent pas forcément à des très bonnes pratiques d'un point de vue technique. Ça peut être également des très bonnes pratiques en termes de concertation ou de gestion de projet. Ça, c'est un point important à avoir en tête. Alors, quelques exemples de niveaux performants et très performants pour montrer que ça va au-delà de la pratique courante. Un exemple sur la concertation, donc dans l'objectif 16 sur la maîtrise foncière.
On demande à des niveaux performants, très performants, d'éviter l'expropriation systématique des propriétaires fonciers, donc avec un certain nombre X% de propositions d'indemnisation proposées par le maître d'ouvrage qui font l'objet d'acceptation amiable. Donc si on est au niveau performant, c'est 50%, si on est au niveau très performant, c'est 75%. Autrement dit, si le maître d'ouvrage vise un niveau de performance, donc performant ou très performant sur la maîtrise foncière, il est tenu d'entrer dans des logiques de concertation avec les propriétaires fonciers pour que les propositions d'indemnisation soient bien acceptées en bonne et due forme avec les propriétaires fonciers. Donc ça demande une concertation assez performante. D'autres exemples sur des éléments plus techniques, sur la thématique sécurité, on demande à un niveau performant un audit de sécurité par un tiers extérieur à l'équipe projet en phase de conception, et on demande, après réalisation de l'infrastructure, avant mise en service, une visite de sécurité, là encore par un tiers extérieur à l'équipe projet. Des éléments qui correspondent à des bonnes pratiques aujourd'hui de gestion de projet dans les infrastructures routières. Et un autre exemple, donc là on est plus sur des éléments techniques, l'amélioration des seuils réglementaires pour la protection acoustique des bâtiments. Donc là, entrer dans une logique donc viser un niveau performant ou très performant sur la thématique acoustique, donc c'est-à-dire aller au-delà de la réglementation, ça va demander au maître d'ouvrage de mettre en place d'éléments techniques de protection acoustique à la source, donc typiquement des merlons, des écrans phoniques, donc des choses des éléments techniques qui vont quand même au-delà d'éléments réglementaires. Bien que ces éléments-là sont mis en place aussi pour respecter la réglementation, mais là, il doit optimiser ses dispositions techniques puisque le niveau à atteindre va au-delà de la réglementation. Donc voilà pour la partie structure d'évaluation et structure des objectifs. Maintenant, on va faire un petit focus sur quelques objectifs pour voir un petit peu plus le fond du référentiel. Alors, on va voir 4 ou 5 objectifs. On n'a pas le temps de voir les 16, évidemment. On n'aurait pas le temps. Si vous voulez en savoir plus, après, je vous invite à lire le référentiel d'une manière générale. Vous avez également, comme je vous l'ai déjà dit, la partie guide pratique qui vous donne des explications si l'exigence, si vous avez encore des questions suite à la lecture de l'exigence. Alors, on va prendre un objectif par grand engagement, donc pour le management responsable, pour l'environnement, pour le social et pour l'économie. Pour la partie management responsable, donc j'ai choisi de vous présenter rapidement l'objectif sur le chantier, impact et acceptabilité du chantier. Donc, les enjeux d'une manière générale pour cet objectif, c'est déjà de s'assurer pour le maître d'ouvrage une bonne connaissance des réseaux souterrains afin de bien les connaître et pour gérer au mieux le chantier, pour éviter les dysfonctionnements et les malfaçons pendant le chantier. Ça, c'est un premier enjeu. Un deuxième enjeu, ça va être, d'une manière générale, comme en HQE bâtiment, comme la cible 3 sur le chantier en bâtiment, de réduire les impacts et les nuisances du chantier. Donc, qu'est-ce qui est mis en place par le maître d'ouvrage pour réduire les nuisances du chantier? Et enfin, c'est des éléments plus de management, favoriser la concertation avec les riverains, notamment, pour que le chantier soit le mieux accepté possible par la population. Voilà les enjeux de cet objectif 3. Alors, je vais plutôt m'attarder d'une manière générale sur la présentation là que je vais vous faire pour l'ensemble des objectifs. Je vais plutôt m'attarder sur les niveaux performants, très performants qui correspondent à des bonnes pratiques, des très bonnes pratiques par rapport à l'état de l'art, puisque le niveau bas correspond à la réglementation et à l'état de l'art. Ça me paraît plus intéressant de vous présenter des éléments plutôt performants ou très performants. Alors, donc, sur l'impact et acceptabilité du chantier, sur cet objectif, on demande déjà, donc à un niveau performant, au maître d'ouvrage d'identifier les réseaux souterrains et de leurs éventuels chantiers en interférence avec le chantier de l'infrastructure. Savoir qu'une infrastructure, si c'est une infrastructure linéaire qui va courir sur plusieurs kilomètres, il risque d'y avoir d'autres chantiers qui sont en interférence avec elle, et il va y avoir une série de réseaux souterrains qui sont sur le territoire. Donc là, on demande au maître d'ouvrage de bien identifier les réseaux, par exemple un réseau GDF notamment, et on va demander une coordination des programmes travaux avec les autres maîtres d'ouvrage éventuels des autres chantiers et prendre des dispositions techniques en concertation avec les autres maîtres d'ouvrage.
par le biais de dispositifs adaptés. Alors, dans le jargon, ce que les maîtres d'ouvrage de projets routiers peuvent être amenés à faire, ce sont par exemple des comités de pilotage réseau avec les concessionnaires des différents réseaux et avec les maîtres d'ouvrage des autres chantiers, éventuellement en interférence avec l'infrastructure, pour que le chantier se gère de la meilleure façon possible et qu'on évite les malfaçons et les problèmes dus au chantier. Il faut savoir que ça a l'air de rien, mais un chantier d'infrastructure, il y a de manière assez récurrente des problèmes, des malfaçons réalisées, des canalisations qui se perdent, des choses comme ça. Donc là, l'enjeu, évidemment, de cette exigence-là, c'est d'éviter tout ça par le biais d'un comité de pilotage adapté, d'une instance qui optimise justement la connaissance des réseaux. Ensuite, pour parler plus des modalités d'exécution du chantier, on va demander un niveau performant d'entrer dans une définition concertée des modalités d'exécution du chantier avec les parties prenantes. Donc avec les riverains, les habitants, les entreprises, les gestionnaires de services, par exemple, les gestionnaires de services d'urgence, par exemple, pour limiter les nuisances et faciliter le fonctionnement courant, pour pas que le chantier perturbe justement le fonctionnement courant. Donc quelques exemples, c'est le maintien de la voirie en fonctionnement, même s'il y a des travaux, maintenir la voirie en fonctionnement pour les transports scolaires, les véhicules d'urgence, limiter la vitesse de circulation des engins sur le chantier pour éviter les pollutions. Voilà, ces exemples ne sont évidemment pas limitatifs, vous en avez d'autres dans le référentiel technique. Et un autre exemple d'exigence qu'on va demander, c'est une enquête de satisfaction auprès des riverains et des habitants en fin de chantier, avec capitalisation des retours, pour bien s'assurer que le maître d'ouvrage a bien capitalisé sur la satisfaction des riverains pendant le chantier, pour que, si jamais il y a des insatisfactions, justement, qu'ils ne les redupliquent pas pour les chantiers à venir. Voilà, donc quelques exemples. Donc là, c'est vraiment quelques exemples d'éléments qu'on trouve à l'intérieur de cet objectif. C'est pas complètement exhaustif. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu quelques éléments qui interviennent dans le référentiel. Alors, pour changer de thématique, là, on va basculer sur l'engagement environnemental, donc le pilier environnemental. Je vais vous présenter l'objectif 8, énergie et gaz à effet de serre. Alors là, l'enjeu sur cet objectif-là, c'est, alors déjà, il y a une exigence pendant la phase chantier, c'est de prendre en compte la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre lors de la phase chantier, notamment par rapport aux techniques constructives et au choix du matériel qui est mis en place. Et un deuxième enjeu, c'est d'intégrer la production de gaz à effet de serre qui va être induite par l'infrastructure en phase de fonctionnement, en phase d'exploitation, en vue de la minimiser. Alors, on va voir ce que ça veut dire. Quelques exemples, là encore, de niveau performant ou très performant. Alors, justement, sur la partie anticipation de l'exploitation de l'infrastructure, on demande au maître d'ouvrage de faire une étude chiffrée sur la réduction des gaz à effet de serre induits par l'infrastructure en période d'exploitation sur une période de 20 ans. Donc, autrement dit, ça va nécessiter des simulations de différents scénarios sur des logiciels spécifiques qui peuvent exister aujourd'hui pour justement modéliser l'infrastructure en phase d'exploitation, donc modéliser les gaz à effet de serre qui vont être induits pendant une période de 20 ans, faire différents scénarios et choisir le scénario qui va limiter la production de gaz à effet de serre, sachant qu'il y a pas mal d'éléments qui peuvent faire varier les émissions de gaz à effet de serre, bien sûr le choix du tracé, le choix des vitesses, donc des éléments comme ça, le choix des typologies de véhicules aussi qui peuvent rouler sur l'infrastructure. Donc voilà, donc il y a pas mal de paramètres qui peuvent influer sur les émissions de gaz à effet de serre. Là, on demande au maître d'ouvrage de faire différents scénarios sur la base de logiciels spécifiques et du coup de choisir un scénario en conséquence. Bon, ça, bien sûr, c'est pas un niveau base, c'est un niveau. Alors, je vois si c'est performant ou très performant. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc, c'est un niveau performant. Ensuite, en phase chantier, donc là, c'est un petit peu ce que je disais il y a quelques minutes. On demande au maître d'ouvrage de choisir des techniques constructives qui vont limiter les émissions de gaz à effet de serre pendant la phase chantier. Et on demande, là encore, un petit peu le même principe, par le biais de logiciels spécifiques, la réalisation d'un bilan prévisionnel, puis ensuite effectif, après le chantier, avec comparaison.
Donc là, il faut savoir que sur ces deux exigences-là, il y a des logiciels spécifiques qui existent. Il y en a plusieurs. Je pense par exemple à des logiciels type Save, Ecorse, Variways, des logiciels qui permettent justement à des maîtres d'ouvrage de projets routiers de faire ce genre de simulation. Alors, quelques exemples de techniques constructives pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et réduire la consommation énergétique pendant le chantier. Par exemple, on pense, c'est peut-être l'exigence le plus probant, l'utilisation d'enrobés coulés à froid ou d'enrobés tièdes au lieu d'enrobés à chaud. Une technique qui se développe quand même pas mal aujourd'hui par les maîtres d'ouvrage de projets routiers. Ou bien utiliser des liants d'origine végétale, par exemple, avec une basse température de fabrication. Donc voilà, des exemples de techniques constructives qui permettent de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Un autre exemple d'exigence sur cet objectif énergie, on va valoriser dans le référentiel la mise en place par le maître d'ouvrage d'aménagements spécifiques qui vont concourir à la réduction de gaz à effet de serre. Donc là, on est sur des aménagements techniques concrets qui sont réalisés aux abords de l'infrastructure. Par exemple, des bornes à rechargement pour véhicules électriques sur des aires dédiées, donc autrement dit permettre la circulation de véhicules électriques sur l'infrastructure avec des dispositifs adaptés. Des aires de covoiturage, par exemple, sur l'emprise de l'infrastructure également, puisque le covoiturage va permettre de limiter l'usage de la voiture individuelle, donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Un autre exemple, alors là peut-être un petit peu plus anecdotique, ça arrive moins souvent, mais la proximité par exemple avec une voie navigable pour le transport du sel lors de l'exploitation future de la route. Alors il faut savoir qu'il y a des grandes quantités de sel qui sont employées en période hivernale, donc voilà, ça permet également de réduire les gaz à effet de serre. Donc des dispositifs techniques aussi d'aménagement qui sont mis en place par le maître d'ouvrage sont aussi valorisés dans le référentiel. Alors un autre objectif, là on change également de thème, on est dans le pilier social, un objectif sur la complémentarité des modes de transport mis en place sur l'infrastructure. Alors là, les enjeux de cet objectif, c'est, on va dire, de sortir un peu du cadre de la voiture, on va dire, de favoriser l'accès à la route à d'autres modes de transport. Les transports doux, le vélo par exemple, les piétons, les bus, trains, trams, l'accès globalement ou le report vers d'autres modes de transport. Et aussi prendre en compte des déplacements, ce qu'on appelle dans le référentiel des déplacements spécifiques et locaux, qui peuvent arriver notamment en zone rurale, en zone agricole. Donc, alors, il y a notamment les personnes à mobilité réduite, les malvoyants. Est-ce qu'on a pris en compte ces populations-là dans le dimensionnement de l'infrastructure? Et puis, en zone agricole, comment on a traité la problématique des engins agricoles? Donc, on traite l'ensemble de ces modes de transport-là, en fait, dans l'objectif 11. Alors, une première exemple d'exigence, c'est la valorisation dans le référentiel de la multimodalité. Donc, le fait que différents modes de transport cohabitent sur l'emprise de l'infrastructure, avec la mise en place par le maître d'ouvrage d'aménagements en conséquence qui ont été réalisés en concertation avec les acteurs locaux. Alors, quelques exemples, des arrêts de bus sur l'emprise de l'infrastructure pour permettre la circulation de bus, des abris vélos avec des pistes cyclables associées en parallèle de la voie principale pour permettre à ce que les vélos puissent aussi emprunter l'infrastructure en toute sécurité. Des zones également de rechargement de véhicules électriques, qu'on retrouve également dans cet objectif-là, qui peut être valorisé ici. Donc, quelque part, ce qu'on appelle la multimodalité, c'est-à-dire permettre le déplacement d'autres modes de transport sur la route. On valorise également dans cet objectif des aménagements pour favoriser ce qu'on appelle l'intermodalité, c'est-à-dire que la route puisse permettre le report vers d'autres modes de transport, donc le train, le tram, le bus par exemple. Donc ça peut être des zones de desserte vers des gares, des pôles d'échange, des hubs, des parkings relais, donc avoir un parking relais qui est desservi par l'infrastructure, par la route. Voilà. Et enfin, c'est ce qu'on disait il y a quelques minutes, on favorise également dans le référentiel, on demande à prendre en compte les déplacements spécifiques et locaux en concertation avec les acteurs concernés. Donc là, on est sur les engins agricoles, les poussettes par exemple, ou la prise en compte des personnes à mobilité réduite ou des malvoyants.
Donc là, quelques exemples. Alors, un exemple typique, c'est par exemple sur les passages piétons, à proximité des passages piétons, le fait par exemple d'avoir des bandes spécifiques avec contraste tactile, un premier exemple. Si la route traverse une zone agricole, le fait d'avoir des accès spécifiques pour permettre le passage des engins agricoles. Donc, autrement dit, anticiper d'autres modes de transport qui sont vraiment des déplacements spécifiques, qui sont autres que la voiture, le vélo, etc. Donc, vous voyez finalement un objectif 11 qui est centré sur la prise en compte d'autres modes de déplacement et d'autres modes de transport que la voiture ou les poids lourds qui sont traditionnellement qui emploient traditionnellement l'infrastructure. Alors, un autre objectif sur ce pilier social qui est intéressant à vous présenter parce que là, on est vraiment sur un objectif qui est très technique, c'est le confort acoustique. Donc là, plusieurs enjeux. Le premier, c'est de maîtriser l'exposition acoustique des bâtiments riverains, notamment les bâtiments sensibles qui sont concernés par la réglementation, donc notamment les habitations ou les bâtiments sociaux, les hôpitaux par exemple, qui peuvent être à proximité de l'infrastructure qui va être réalisée. Pour des aménagements en place, donc des rénovations de routes existantes, le fait d'améliorer l'état initial de la route, donc ok, on a une route qui existe déjà, on la rénove, on fait un aménagement en place, est-ce que l'état initial de la route est amélioré en termes acoustiques? Ça, c'est pris en compte dans le référentiel. Résorber ce qu'on appelle les points noirs du bruit, qui sont déjà concernés par la réglementation, mais là, on va demander à aller un petit peu au-delà de la réglementation, et protéger les zones calmes. Voilà, on va détailler un petit peu dans quelques instants. Alors, des exemples là d'exigences sur cet objectif confort acoustique. On va demander au maître d'ouvrage à un niveau performant de prendre en compte les pics de trafic, notamment les heures de pointe, par un dimensionnement adapté de l'infrastructure. Donc d'aller plus loin qu'un dimensionnement classique de l'infrastructure qui ne prend pas forcément en compte les heures de pointe. Donc ça va être par exemple en termes d'aménagement spécifique mis en place par le maître d'ouvrage, ça va être par exemple de prévoir des dispositifs de réduction des vitesses plutôt pour les heures de pointe, des zones 30, des chicanes par exemple, mettre en place des déviations des flux saisonniers sur un itinéraire de délestage par exemple, des éléments comme ça. Deuxième type d'exigence qu'on va retrouver dans le référentiel, là c'est probablement l'exigence centrale de cet objectif 13, c'est l'amélioration des seuils acoustiques réglementaires pour les bâtiments concernés par la réglementation. Donc là, on est sur les logements, les bâtiments de santé ou sociaux et les bâtiments d'enseignement principalement. On va privilégier dans le référentiel le traitement acoustique à la source plutôt que l'isolement de façade des bâtiments. Alors, il faut savoir que la réglementation acoustique, elle demande déjà à respecter des seuils acoustiques en façade des bâtiments concernés qui vont être interprétés par l'infrastructure. Il y a globalement deux méthodes que le maître d'ouvrage a à sa disposition pour respecter les exigences réglementaires. L'isolement de façade, donc en fait, tout simplement, il va payer l'isolement de façade aux propriétaires des différents bâtiments concernés, ou bien le traitement à la source, donc réduire à la source le bruit émis par l'infrastructure. Donc là, on est sur des exemples type mur anti-bruit, talus, merlons, ou bien des enrobés phoniques. Donc là, ça se fait également de plus en plus, c'est des enrobés particuliers qui sont plus performants que des enrobés classiques, qui permettent la réduction qui permettent de limiter les bruits de roulement des véhicules qui roulent sur l'infrastructure, des enrobés phoniques. Donc un autre moyen de réduire également le bruit à la source. On a ensuite des exigences qui concernent les aménagements en place. Donc là, on n'est pas sur les déviations et nouvelles routes, mais plus sur les rénovations de routes existantes, les aménagements en place. On va demander, même lorsque la réglementation ne l'impose pas, de traiter les bâtiments qui sont exposés à un niveau important de bruit. Alors c'est ce qu'on appelle dans la réglementation les points noirs du bruit. Ce sont les bâtiments en fait qui sont exposés à des niveaux acoustiques très importants. Il y a une réglementation spécifique par rapport à ça, mais qui concerne des agglomérations importantes et avec un trafic important. Là, on va demander dans le référentiel à un niveau performant, à un niveau au-delà de la base, de traiter même des bâtiments qui ne seraient pas concernés par la réglementation, de traiter ces bâtiments-là comme s'ils étaient des points noirs bruit au sens de la réglementation. Donc, quelque part,
ça demande, là encore, mise en place d'éléments techniques que la réglementation ne demande pas forcément. Et ensuite, on demande également d'autres exemples, de justifier d'une amélioration de l'état acoustique par rapport à l'état initial, donc avant réalisation de l'infrastructure pour les aménagements en place. Une dernière exigence qui est d'identifier et de traiter les zones calmes de l'espace public, sachant qu'on demande donc, un niveau performant à ce qu'il n'y ait aucune élévation supérieure à 2 dBA par rapport à l'état initial et aucune élévation par rapport à l'état initial au niveau très performant. Vous voyez en fait un zoom qui est fait sur les zones calmes où là on demande à ne pas introduire de bruit sur ces zones calmes. Voilà pour le volet social. Dernier objectif qu'on va traiter, que je vais vous présenter, c'est la maîtrise foncière. Donc là, on est sur le volet économique. Donc dernier pilier du développement durable, le pilier économique. Donc la maîtrise foncière. Là, pourquoi on a introduit cette exigence, cet objectif-là dans le HPE infrastructure? Tout simplement parce qu'une infrastructure va traverser différentes emprises, différentes parcelles qui vont être propriété potentiellement de personnes autres que le maître d'ouvrage. Un exemple typique, c'est en zone agricole, la propriété d'exploitants agricoles. Donc là, comme la route est d'utilité publique, la réglementation prévoit, suite à la DUP, à la déclaration d'utilité publique, la réglementation prévoit l'expropriation des propriétaires fonciers. Seulement là, l'enjeu de cet objectif, c'est ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure, c'est de privilégier les négociations et l'acceptation amiable par les propriétaires fonciers en lieu et place d'une expropriation systématique. Donc ça, c'est un des premiers enjeux. Un autre enjeu, c'est de limiter la consommation de terrain et d'optimiser les emprises. Donc de réfléchir à la conception même de l'infrastructure pour limiter l'emprise. Et enfin, on va également trouver des éléments sur l'anticipation de la gestion future des emprises, notamment sur la rétrocession des emprises lors de l'exploitation de la route. Alors, donc là, vous voyez par exemple au niveau base, ici on demande déjà en cas d'acquisition foncière par le maître d'ouvrage, ce qui est souvent le cas, d'identifier les parcelles concernées, leurs propriétaires, d'évaluer leur valeur foncière et locative et de faire un état des lieux des différentes emprises du projet, bien sûr en respectant l'étude d'impact lorsqu'elle s'applique. Donc on a, je dirais au niveau base, on demande dans le référentiel une concertation, enfin des éléments qui sont conformes à la réglementation avec des expropriations possibles, puisque la réglementation le rend possible. Après un niveau performant, on demande au maître d'ouvrage d'optimiser les emprises, donc de réfléchir au tracé de l'infrastructure en concertation avec les parties intéressées pour justement optimiser ces emprises. Donc ça peut être par exemple tout simplement dans le choix du tracé, dans le choix du profil en long, optimiser le tracé pour limiter l'étalement urbain de l'infrastructure. Ça peut être limiter les parcelles agricoles touchées. Si le maître d'ouvrage peut éviter de passer par une parcelle agricole, par exemple, voilà, c'est valorisé ici. Ça peut être aussi la superposition de plusieurs fonctions sur une même emprise. Ça va permettre de limiter les emprises. Alors ça peut être par exemple prévoir une zone d'espace vert à proximité immédiate de l'infrastructure qui va servir à la fois d'un espace, d'un espace paysager et d'un espace de rétention des eaux pluviales, par exemple. Donc, superposer différentes fonctions au sein d'une même emprise. Et ensuite, donc, autre exigence, en cas d'acquisition foncière par le maître d'ouvrage, on va demander à celui-ci donc de privilégier les négociations en lieu et place d'une expropriation. Donc ça veut dire accepter le fait que le propriétaire foncier accepte les indemnités ou les aménagements compensatoires proposés par le maître d'ouvrage. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc c'est 50% des propositions qui sont acceptées par les propriétaires fonciers correspondent à un niveau performant et 75% des propositions correspondent à un niveau très performant. Autrement dit, ça nécessite une large quand même concertation et concertation qui aboutit pour le coup avec les propriétaires fonciers. Dernier enjeu de cet objectif-là sur la maîtrise foncière, dans le cas où on a des emprises qui sont par la suite, lors de l'exploitation de l'infrastructure, transférées ou rétrocédées, le fait de mettre en place, la mise en place par le maître d'ouvrage des conventions de gestion qui vont permettre de cadrer l'exploitation future de ces emprises, donc en quelque sorte anticiper l'exploitation future de la route par le biais de conventions de gestion adaptées.
pour que l'exploitation puisse se réaliser au mieux. Donc là, c'est également présent dans le référentiel, dans cet objectif 16. Donc vous voyez, bon, là on est rentré un petit peu plus dans le détail de certains objectifs, pas de l'ensemble. Ce qu'il faut retenir, vous voyez, sur la partie PDDR, hein, sur le volet évaluation de ce référentiel HQ infrastructure, c'est déjà qu'on est sur une démarche multicritère, parce que vous voyez qu'on a à la fois des exigences qui correspondent à l'environnement, au social, au confort, à la sécurité, à la maîtrise foncière, à la concertation de manière générale avec la population. Donc on est vraiment sur une démarche multicritère développement durable. En conclusion, quelques bénéfices de la certification pour nos clients, pour les maîtres d'ouvrage. Déjà, c'est comme tout référentiel de système de management, c'est un outil méthodologique qui permet aux maîtres d'ouvrage de projets routiers, on va dire, une méthode et une rigueur dans le pilotage des projets routiers par le biais du SMO, qui permet justement de cadrer la gestion de projet avec des livrables clés à chaque phase, et par le biais également de l'évaluation continue, qui permet la prise en compte du développement durable à toute phase de l'opération, hein, depuis la programmation jusqu'à la livraison. Donc c'est avant tout un outil méthodologique. Ensuite, c'est un outil qui permet de vérifier la prise en compte transversale, multicritère de toutes les préoccupations de développement durable. On est certain, pour un maître d'ouvrage qui s'engage en HQ infrastructure, on est certain qu'il n'oublie, j'allais dire, aucune thématique sur l'ensemble des piliers du développement durable. C'est une démarche qui est très contextuelle, puisque vous l'avez vu, elle permet de définir ses enjeux prioritaires et son niveau de priorité systématiquement en fonction du contexte du projet, à la suite du diagnostic du territoire, à la suite de la concertation avec les parties prenantes. Donc on est vraiment sur une démarche contextuelle, hein, c'est d'une manière générale le principe de notre offre territoire, c'est de ne pas uniformiser les projets hein, d'infrastructure ou d'aménagement pour être complètement contextuel et de se conformer au contexte de chaque projet. C'est une démarche, une certification qui positionne le projet dans son contexte territorial, alors via notamment le diagnostic du territoire, via la concertation qui est largement employée, via un des objectifs aussi dont on n'a pas parlé, mais qui traite de la synergie et de la cohérence du projet avec son territoire. Donc c'est un outil qui quelque part augmente l'attractivité du territoire, en tout cas qui positionne la route dans un territoire. Alors, comme on parle évidemment de développement durable, c'est une démarche une certification qui permet de diminuer les impacts de la route sur l'environnement et la population. Alors, je dis diminuer parce qu'il faut évidemment pas tomber dans la caricature. Même une route, évidemment, même HQE, va forcément avoir un impact hein, sur la population, va forcément avoir un impact sur les écosystèmes, puisque par nature, hein, une infrastructure est impactante. Mais on va dire, par la prise en compte d'un certain nombre de préoccupations et de questionnements, on va limiter ces impacts, on va, j'allais dire, les diminuer par rapport à une infrastructure classique. C'est une certification qui développe le dialogue, la concertation et l'arbitrage avec toutes les parties intéressées, et ça peut permettre aussi de limiter les risques de contestation de projet. Savoir que c'est quelque chose d'assez récurrent aujourd'hui sur les projets routiers ou même les projets d'aménagement de manière générale, c'est qu'il y a souvent des contestations hein, qui sont générées, alors par exemple par des riverains, par des associations locales, des associations de défense d'espèces locales par exemple. Donc, il y a beaucoup de blocage des projets, donc qui bloquent les projets, du coup qui induisent du retard pour les maîtres d'ouvrage, donc des coûts. Voilà. Et le fait d'entrer en HQ infrastructure va permettre aux maîtres d'ouvrage dès le départ d'enclencher une concertation, j'allais dire optimale avec la population. Donc ça va limiter. Alors je dis pas que ça va annuler tout risque de contestation, hein, c'est pas possible, mais ça va limiter en tout cas les risques. Et enfin, dans cette certification-là, comme on trouve un volet évaluation, un volet performance, le maître d'ouvrage a à sa disposition des indicateurs de mesure ou d'appréciation qui vont lui permettre de communiquer, bien sûr, sur le niveau de performance atteint pour chaque objectif, donc de démontrer que sur tel ou tel thème, tel ou tel objectif, il est bien à un niveau supérieur à la réglementation, donc il a bien des bonnes pratiques, donc c'est un outil qui valorise ses propres pratiques.
Et j'allais dire pour finir d'une manière générale, mais comme l'ensemble de nos certifications, c'est la preuve par un organisme indépendant que le maître d'ouvrage a bien respecté l'ensemble des principes de développement durable. Donc ça lui permet, c'est bien sûr un outil de communication, puisque je ne l'ai pas rappelé, mais le maître d'ouvrage a un certificat sur lequel il peut communiquer dès le départ, donc dès le premier audit. Donc, dès l'amont du projet, le maître d'ouvrage a la possibilité de communiquer et de valoriser son opération par le biais du certificat.